Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Je suis Elisa Marceau, chirurgiã dentiste, naturopathe, formatrice spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie la vôtre et celle de vos patients ou de vos clients. Je suis là, effectivement, pour vous, professionnels de santé. Est-ce que vous êtes un professionnel de santé? Est-ce que vous voulez devenir un professionnel de santé diamant? On va parler évidemment de la fibromyalgie. Vous savez, mon cher collègue professionnel de santé, que la douleur chronique, la fatigue chronique, elle touche énormément de personnes. Et la combinaison de fatigue chronique avec douleur chronique, les gens ont l'habitude d'appeler parfois des fibromyalgies. Pourtant, cette condition reste encore très mystérieuse et déroutante, n'est-ce pas? Parce que la plupart de praticiens, la plupart de professionnels, un pourcentage surprenant de professionnels, ont l'habitude de penser que pas mal de choses sont de la fibromyalgie. Et en fait, pas du tout. Nous savons que cette fibromyalgie, c'est ça que je voudrais vous apporter ce soir. Qu'est-ce qu'il y a vraiment qu'on peut affirmer et qu'on peut se questionner par rapport à la fibromyalgie? Donc, viens comigo parce que on va essayer, comme je vous ai dit, de briser quelques mythes que la nutrition fonctionnelle et la médecine fonctionnelle sont capables de changer un peu votre vision de la fibromyalgie. Peut-être vous qui êtes de l'autre côté, être en train de se dire, ah, Elisa, elle va dire qu'il y a pas mal de personnes qui ont la fibromyalgie et qui ne sont pas diagnostiquées par le médecin, par le rhumatologue, qui sont les responsables de cette diagnostic, n'est-ce pas, ne sont pas suffisamment diagnostiqués. Je pense que vous allez avoir une surprise parce que ce n'est pas du tout ça que je vais parler. Et vous allez voir bientôt, on va parler de cette fibromyalgie. Alors, comme je viens de vous dire, on va essayer de briser quelques mythes par rapport à ça. On commence alors en train de discuter cette fibromyalgie et vous avez remarqué que j'ai mis 2 photos parce que cette fibromyalgie, elle provoque des douleurs musculaires chroniques, oui, mais cette fibromyalgie, elle n'est pas d'origine musculaire. Ça, on le sait aujourd'hui. Et la question que, vous savez, qu'on cherchait, je ne sais pas combien de points, 28 points, pour trouver, pour donner le diagnostic de fibromyalgie, tout cela, c'est un peu du passé. Ça se fait plus comme ça. Ce qu'on sait, déjà, en termes de statistiques, je ne suis pas une personne trop accrochée aux statistiques, parce que les statistiques, qu'est-ce que ça veut dire, statistiques? Pas grand-chose. Mais c'est quand même intéressant de savoir que il y a 3 à 6% de la population mondiale, ça veut dire 450 millions de personnes, que à première vue, semblent avoir la fibromyalgie. 450 millions de personnes. Et que, une autre donnée importante, 75% de cette communauté de personnes qui apparemment ont la fibromyalgie sont des femmes. Vous vous rendez compte? Mais, comme je vous ai dit, les statistiques, il y a un problème. Il y a une faille vraiment importante dans cette question statistique. C'est que la fibromyalgie, elle est loin d'être facile d'être diagnostiquée en tant que fibromyalgie. Et là, c'est ça que je voudrais vous dire, c'est que 2/3, normalement, des personnes qui sont diagnostiquées, elles sont mal diagnostiquées. Elles n'ont pas la fibromyalgie. Et donc, comme je suis en train de vous dire, cette maladie, elle est classée actuellement comme une douleur chronique, des troubles de la fatigue
et qui relève de cette spécialité là-haut, qui est le rhumatologue. Et moi, et beaucoup de médecins fonctionnels et de personnes qui travaillent avec la nutrition fonctionnelle se questionnent pourquoi les rhumatologues sont eux les détenteurs de diagnostic normalement de fibromyalgie. Parce que la fibromyalgie, elle n'est pas une maladie inflammatoire, elle n'est pas une maladie musculaire et elle n'est pas une maladie auto-immune. Et je pense que ça, c'est un sujet hyper important de partager avec vous. Alors, vous êtes professionnel de santé. Vous pensez que la fibromyalgie est peut-être une maladie musculaire, peut-être une maladie auto-immune, peut-être une maladie inflammatoire. Les études nous montrent aujourd'hui que la fibromyalgie n'est absolument rien de ça. Ni maladie auto-immune, ni maladie d'origine musculaire, ni maladie inflammatoire systémique. Alors, je vous invite à écouter ce que je vais vous dire. C'est quoi finalement cette fibromyalgie? Et là, je vais vous montrer cette photo ici de ce cerveau. Parce qu'en fait, dans la nutrition fonctionnelle, on va mettre plutôt cette fibromyalgie dans les nœuds qui s'appellent communication, qui est les nœuds du système nerveux central. Donc, c'est plutôt un déséquilibre du cerveau. Inflammation localisée. Je vais vous expliquer tout ça. Mais ce n'est pas une inflammation systémique comme les gens pensent. Peut-être, parmi vous, professionnels de santé, vous avez des difficultés de connecter des informations que vous arrivez à avoir auprès de votre patient, de votre client. Comment je vais connecter tout ça, toutes ces informations lors de votre anamnèse, de votre bilan santé? Donc, on va faire le recueil des informations et après, si vous allez vous engager à donner une solution, je vous conseille de travailler avec la matrice de la nutrition fonctionnelle parce qu'elle va vous aider à éclaircir la condition de votre client ou de votre patient. Elle va éclaircir ce qui se passe avec votre client en train de mettre tout ce nœud ensemble. Et c'est pour ça qu'on est là, effectivement. Donc, si on parle des antécédents en termes de fibromyalgie, un trouble de hypervigilance qui est entraîné par une hypersensibilité du système nerveux. Alors, c'est un problème de désordre cérébral. Je voudrais vous mettre la lumière dans ce sujet que c'est très important parce que c'est un désordre cérébral et il y a un groupe de symptômes sans moyen clair de diagnostic, très difficile à diagnostiquer, normalement par élimination. D'ailleurs, polyarthrite rhumatoïde, c'est un peu pareil. On fait aussi par élimination, sauf que quand on parle de polyarthrite rhumatoïde, douleur aussi, etc., il y a tout un tableau, il y a la présence de maladies auto-immunes, il y a la présence inflammatoire. Ce n'est pas du tout le cas de la fibromyalgie. Écoutez ce que je vais vous dire. 65 à 70% des diagnostics sont inexacts. Ce n'est pas de la fibromyalgie. Et évidemment, qui suis-je pour vous donner, je ne suis pas une chercheuse, je ne suis pas un chercheur, mais je voudrais vous raconter quand même qu'est-ce qui se passe dans mon cabinet. J'ai pensé à une patiente qui s'appelle Françoise, parmi beaucoup de patientes, parce que comme je vous ai dit, cette question des diagnostics de fibromyalgie vient toujours pour les femmes. Je vais vous raconter l'histoire de Françoise. Actuellement classée comme un groupe de douleurs chroniques et de troubles de la fatigue, il y a, selon les études, une propension génétique, mais ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce que vous entendez parler, qui est le surdiagnostic. C'est l'inexactitude de ce diagnostic. Parce que avant on pensait ça,
que, ah non, elle a la fibromyalgie et le médecin ne reconnaît pas la fibromyalgie. Au fur et à mesure de mon travail avec toutes ces années, ce que je constate, c'est que beaucoup parmi eux qui disent avoir la fibromyalgie, ils n'ont pas du tout, comme c'est le cas de ma patiente Françoise. Il y avait toujours cette histoire de 18 points de douleur, qui après a passé à 23. Il y a eu une modification de tout ça à partir de 2016. Donc, tout ça, à partir de 2016, on considère plus ce point de douleur comme ça. Et la question, c'est ça. Beaucoup de personnes viennent dans mon cabinet. Je pense à Françoise avec douleur partout. Elles sont de douleurs partout. Elles sont de douleurs musculaires. Je ferme mes yeux pour penser à cette patiente. Elle a dit qu'elle était hyper fatiguée. Elle était une personne anxieuse. Elle avait des problèmes avec sa fille qui avait eu un problème de maladie de Lyme. Elle avait des problèmes avec son mari et qu'elle est venue en me disant que le médecin lui a dit qu'elle avait de la fibromyalgie. Après avoir mis cette patiente dans la matrice de la nutrition fonctionnelle et d'analyser tous les nœuds avec elle et de réfléchir sur son cas, ce que cette dame, en fait, elle avait été. Elle était sédentaire, elle avait une alimentation non adaptée, elle était ménopausée, elle était en surpoids et elle avait une hypothyroïdie frustre. Et on a réglé la problématique et, je ne veux pas vous mentir, c'est une personne qui a un mindset très défavorable pour elle. Et donc, cette dame, on a constaté qu'elle n'avait pas de fibromyalgie du tout. Et vous allez voir que on va revenir à cette fibromyalgie qui va représenter, on va dire, 10 personnes qui viennent dans le cabinet en train de se afficher comme j'ai la fibromyalgie. De ces 10 personnes, il y en a 1 ou 2 qui ont vraiment la fibromyalgie. Vous voyez? Et là, quand on constate la fibromyalgie, c'est vrai que c'est complexe. On ne va pas se mentir. Il n'y a pas de moyen propre de les diagnostiquer. Le 18 points, depuis 2016, est tombé par terre. Ce n'est pas moi qui ai tombé, ce sont les études scientifiques. Ces différentes zones gâchettes qui sont les points de douleur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'accord? Donc, les antécédents. Nous avons facteurs génétiques, traumatisme, stress. Ces personnes-là ont des histoires d'abus sexuels au début de leur vie, au début. Donc, c'est important de prendre cette patiente quand on a vraiment une suspicion de fibromyalgie depuis le début de sa vie, d'accord? Son éducation, ses parents, comment c'était tout ça? Parce que ce sont des gens qui ont le système nerveux en surcharge et ces personnes-là, elles vont avoir des problèmes qui vont être psychiques et sont des personnes qui ont ce comportement extrêmement catastrophique. Alors, toutes les personnes qui ont des comportements catastrophiques et qui ont des douleurs musculaires ont la fibromyalgie, c'est tout à fait le contraire. Non, la majorité, non. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que parmi une personne sur 10 ou 2 personnes sur 10 qui ont vraiment la fibromyalgie, elles ont ce comportement catastrophique. Elles ont un mindset très compliqué. Elles ont des histoires de passé fort. D'accord? Tout ça va rentrer en compte quand on va faire une analyse. Parlons maintenant, ici, dans les nœuds, dans la matrice, vous allez voir qu'on a l'assimilation. L'assimilation, système entérique affecté par un système nerveux trop sensible, pouvant se manifester par un syndrome du côlon irritable. Regardez comment c'est intéressant. Donc, une caractéristique de ce genre, c'est le syndrome du côlon irritable qui peut être SCID, ça veut dire beaucoup de diarrhée, SCIC, beaucoup de constipation, ou SCIDC, diarrhée et constipation. Fruit d'un déséquilibre du système nerveux qui va avoir un impact
sur le système nerveux entérique, le système nerveux autonome. Effectivement, une liaison qui est qui? Le nerf vague, qui fait cette liaison système nerveux central, n'est-ce pas? Il y a aussi le composant psychique qui va troubler notre axe HPA, hypothalamus pituitaire surrénal. Donc, tout est chamboulé dans cette personne. Mais c'est difficile de diagnostiquer exactement parce qu'elle a des problèmes d'assimilation. Cette patiente, par exemple, elle avait ce problème d'assimilation. Mais elle n'avait pas la fibromyalgie. Pourquoi Elisa? Parce qu'à partir du moment qu'on a réglé le problème des hypothyroïdies frustres, réglé son alimentation, elle n'a jamais eu cédulaire diffuse, plus jamais. Donc, conclusion, elle n'avait pas la fibromyalgie. Vous voyez, ça, vous avez besoin de pratiquer. Ça, c'est la clinique qui va vous montrer ça. Alors, qu'est-ce qu'on va lier à cette histoire aussi? On va lier la question inflammatoire. Je vous ai dit, et là, je pense que c'est une nouveauté aussi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la troisième douleur? Parce que la fibromyalgie, elle n'est pas vraiment inflammatoire dans le sens systémique. Vous savez qu'un processus systémique inflammatoire aura parfois altération de la CRP, n'est-ce pas? Altération de TH17, de TH2, de TH1, diminution de TH régulateur, je parle là de lymphocytes, n'est-ce pas? Il n'y a rien. Vous faites un examen avec cette personne, un bilan sanguin, il n'y a pas ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas une maladie inflammatoire typique. Parce que la douleur, elle fait partie des signes inflammatoires. Nous sommes complètement d'accord. Mais cette douleur-là va rentrer dans ce qu'on appelle la troisième douleur. Les chercheurs appellent la troisième douleur. Ce n'est pas un problème musculaire, c'est un problème plutôt de cellules gliales. Cellules gliales du cerveau qui sont inflammées. Donc, vous n'avez pas de taux de CRP élevé. Vous n'avez pas de présence de cytokines classiques inflammatoires, de troubles inflammatoires. Problème des neurotransmetteurs, ce n'est pas con de dire ça. Parce qu'une façon de nous aider dans cette démarche, c'est mesurer les neurotransmetteurs. Mais ce n'est pas non plus un problème des neurotransmetteurs, mais les neurotransmetteurs, et spécialement catécholamines, seront augmentés, évidemment, parce que cette dame, cette personne, elle a un déséquilibre au niveau du cerveau. Donc, elle peut avoir un chamboulement au niveau des catécholamines et même au niveau des sérotoninergiques, tout ce qui est sérotonine. On peut mesurer ça au travers de métabolites qu'on va discuter tout à l'heure. Mais ce n'est pas un problème des neurotransmetteurs. Non. C'est effectivement un problème de microglia, une inflammation profonde du cerveau qui est surrégulée. Voici notre problématique. J'ai mis intégrité structurelle, douleur chronique, qu'on va appeler la troisième douleur, qui n'est pas du tout un problème musculaire. La personne, elle n'a pas un problème au niveau de la structure musculaire. Du tout. Elle a une communication extrême, surrégulée, exagérée du cerveau. Des diagnostics de fibromyalgie à tort et à travers. Et la personne n'a pas du tout fibromyalgie. On entend ça tout le temps. Les gens arrivent en disant « j'ai la fibromyalgie ». Quand on met la personne dans la matrice de la nutrition fonctionnelle, on se rend compte que pas du tout. Pas du tout. Allons maintenant, j'ai même mis la photo du cerveau pour que ça soit marqué dans votre cerveau que la fibromyalgie est un déséquilibre au niveau du cerveau profonde, au niveau des microglies du cerveau, ok? Donc, système nerveux, un surménage, plus. Envisagez des tests de neurotransmetteurs. Tests de neurotransmetteurs, pourquoi? Regardez les voies sérotoninergiques et la voie des catécholamines. La voie dopaminergique, dopamine,
avec l'acide homavanillique, avec la voie noradrénaline, adrénaline, qu'on va avoir acide vanille mandélique, qu'on va avoir 3-méthox, 4-hydroxyphénylglycol. Ça, on va regarder par rapport à neurotransmetteurs. On peut demander de faire cet examen. Bien sûr, c'est un examen hyper simple. Ah, mais je ne suis pas médecin. Vous pouvez demander cet examen dès que soit pour faire un diagnostic nutritionnel. Au contraire, vous n'êtes pas du tout en train de faire un diagnostic de fibromyalgie. Aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, ça appartient généralement aux médecins généralistes, mais surtout à ceux qui s'occupent de tout ce qui est inflammatoire, articulation, qui est le rhumatologue, et qui, de plus en plus, on ne comprend pas pourquoi c'est lui le détenteur de ce diagnostic, parce que ce n'est pas un problème inflammatoire, ce n'est pas un problème musculaire. Donc, vous voyez que, bon. Alors, donc, on a mis là, third pain, c'est effectivement la troisième douleur. En anglais, on dit third pain. Et c'est très connu en tant que third pain, qui est la douleur qui va se processer au niveau du microglia. Activation du microglia. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Médiateur, hyper important. Il n'y a pas de test de laboratoire spécifique pour ça. Et c'est pour ça qu'on va revenir à ma patiente Françoise. J'ai jamais fait ce test de neurotransmetteurs avec elle. Pas besoin. Elle avait une hypothyroïdie frustre. Elle était en surpoids. Elle avait tout ce qu'il fallait, une alimentation non adaptée. Elle était sédentaire. On a travaillé le modifiable. J'ai travaillé l'assimilation. J'ai travaillé mon nœud défense et réparation. Et tout s'est mis en place. À part, je n'aime pas mentir, qu'elle a, elle a encore. Il faut travailler à long terme. Ça fait déjà 3 ans que cette patiente est avec moi. Donc, elle a des douleurs diffuses? Non! Mais elle a un mindset très type 1 qui ne va pas du tout l'aider. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle prend du poids. Elle ne respecte pas les consignes de son corps. C'est ça sa problématique aujourd'hui. Mais elle est consciente que si elle fait ce qu'il faut faire, tout va bien. C'est ça notre travail, n'est-ce pas? C'est ça, votre travail. Et je voudrais parler aujourd'hui de votre travail. Avec vous tous qui sont des professionnels de santé, naturopathes, ostéopathes, chiropracteurs. Je vais vous parler sérieusement. Alors, qu'est-ce que la médecine propose? La médecine propose, par exemple, low dose de naltrexone. Naltrexone à faible dose, LDN. Il n'y a que le médecin qui peut vous donner ça. Cannabidiol, CBD, médecin. N'est-ce pas? Cannabidiol. Je ne veux pas développer ce sujet parce que ça, c'est pour les médecins. Et eux, ils sont formés pour ça. Mais ce que je voudrais développer, c'est qu'on peut travailler le GABA, camomille allemande, Matricaria recusita, 5-HTP, 5-hydroxytryptophane, n'est-ce pas? Ça vous connaissez. Travailler la sérotonine du cerveau. Et là, je vais faire une parenthèse. Je veux tout expliquer. J'ai besoin de faire cette parenthèse. Vous savez bien qu'on parle énormément de sérotonine. On s'occupe beaucoup de sérotonine. On parle de sérotonine pour les personnes qui sont en dépression. On parle de sérotonine pour personnes qui sont anxieuses. Mais je voudrais éclaircir quelque chose. Nous avons la sérotonine centrale, qui est la sérotonine du cerveau. Et nous avons la sérotonine intestinale, qui est produite par cellules entérochromatophores de notre intestin et aussi par certaines bactéries qui vont produire ça à partir d'un brique, d'un seul acide aminé, qui est un acide aminé essentiel, qui est le tryptophane. Donc, ne mélangez pas les choses. Sérotonine intestinale, elle va agir dans toutes les zones qui sont, écoutez-moi,
dans toutes les zones qui ont des récepteurs pour la sérotonine intestinale. Au niveau du pancréas, au niveau da adipocyte, au niveau de l'intestin, la sérotonine va agir. Mais cette sérotonine que vous parlez à chaque fois, elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Non. Ce qui va passer la barrière hémato-encéphalique, c'est le tryptophane. Sauf que ce tryptophane, il va avoir un récepteur au niveau intestinal qui est le même récepteur d'autres acides aminés aromatiques neutres. Et donc, ça crée déjà une compétition. Et ce acide aminé, il sera utilisé par l'intestin. Et ce qui va aller là-haut, c'est le reste qui va promouvoir la production de sérotonine centrale, qui est la même sérotonine qui va agir en tant que neurotransmetteur au niveau du cerveau et qui va agir aussi pour la mélatonine, qui est produite au niveau de la glande pinéale. Est-ce que vous avez compris qu'on a deux sérotonines indépendantes et qu'on a le même tryptophane qui va ou pas arriver au cerveau? Je trouve cette explication fondamentale parce que j'entends tous les jours des bêtises par rapport à ça. Et je vais plus loin. Vous avez peut-être entendu parler des voies métaboliques, comme par exemple la voie de la kynurénine. Elle n'est pas une mauvaise voie. C'est la voie principale. C'est la voie majeure. Et il y a cette voie qui transforme en sérotonine, soit au niveau de l'intestin, soit au niveau du cerveau, qui s'appelle voie mineure. Pourquoi, Elisa, la voie de la kynurénine, c'est la voie majeure? Parce que cette voie va produire le NAD, nicotinamide, adénine, dinucléotide, qui est la vitamine, la niacine, qui est la base pour la glycolyse. Je suis en train d'expliquer le NAD, qui va être formé par cette voie qui est la voie de la kynurénine. La vitamine, a niacine, la vitamine B3, qui sera utilisée pour le processus énergétique catabolique du corps, pour produire de l'ATP. Donc, arrêtez de penser que la voie de la kynurénine, c'est une mauvaise voie. Qui vous avait dit ça a dit des conneries. Non, la voie de la kynurénine, c'est la voie majeure. Majeure en tant que quantité de tryptophane qui sera utilisée pour cette voie. Et elle va produire non seulement NAD+, mais aussi NADP, qui est la voie de l'anabolisme, pour faire par exemple les neurotransmetteurs. Et donc, vous avez, c'est un peu compliqué tout ça, parce que vous aurez des enzymes spécifiques qui vont faire cette voie au niveau du foie, au niveau du cerveau et au niveau de l'intestin, cette voie de la kynurénine. Et la voie de la sérotonine, elle a sa voie intestinale et il y a une autre voie qui est la voie centrale, la voie du cerveau, qui vont produire la fameuse soit sérotonine périphérique, qui est la sérotonine intestinale, qui n'est pas que pour l'intestin, attention, il y a d'autres récepteurs, et il y a la sérotonine du cerveau qui va produire notre mélatonine. Ok, est-ce que pour vous c'est clair? Donc, la préoccupation de donner, pourquoi on ne donne pas que les tryptophanes, les hydroxytryptophane, et il faut donner les 5 HTP? Parce que si vous donnez que du tryptophane, comme beaucoup de laboratoires vont vous suggérer, vous allez peut-être aller dans la voie majeure de production de kynurénine. Si vous donnez du tryptophane, ça ne sert à rien. Il faut donner quelque chose qui va déjà vers la sérotonine. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on donne les 5 HTP. J'espère que ça soit clair. Et la sérotonine s'appelle hydroxytryptamine parce que c'est dans la voie de la tryptamine. Tout ça, c'est un peu confus, n'est-ce pas?
La sérotonine, c'est une monoamine qui est dans le groupe des catécholamines, qui sont des neurotransmetteurs. Le problème, c'est que tout ça est mélangé parce qu'on aura ça au niveau de l'intestin, au niveau du cerveau, mais ce sont des choses indépendantes. Claire, vous avez cette explication dans la formation, beaucoup mieux d'ailleurs. Alors, on continue notre question. Il n'y avait pas grand-chose à voir avec la fibromyalgie, mais je trouve quand même hyper important. Il faut savoir ça. Je voudrais partager ça avec vous. Pour expliquer les choses claires, il faut que ça soit déjà processé dans ma tête, dans la tête de ceux qui expliquent, que la personne a vraiment compris. Si elle n'a pas vraiment compris, elle mélange, elle complique. Il n'y a rien de compliqué. C'est complexe, mais en même temps, je vous montre comment la biochimie est importante et comment elle n'est pas aussi difficile comme vous imaginez. Parce que la voix de la kynurénine, je ne veux pas vous demander de mémoriser la voix dans la tête. Ce que vous devriez savoir, c'est ce que je suis en train de vous dire. Évidemment, il y a d'autres détails, mais ce sont des détails. Donc, je vous ai mis là, en termes de ce qu'on utilise dans la possibilité 5-HTP, ashwagandha. Attention avec les suppléments de surrénal, parce qu'il y a des suppléments surrénaliens, je parle de plantes, qui sont, ça c'est une autre chose hyper importante, il y a des plantes comme ginseng, que vous donnez, qui vont faire quoi? Elles vont tonifier, elles vont stimuler la surrénale. Tout ce que je ne veux pas faire avec quelqu'un qui a de la fibromyalgie. Ashwagandha, c'est une action totalement différente de, par exemple, ginseng, par exemple, éleutérocoque. On parle de plantes là. Donc, il faut absolument pas donner de choses qui vont donner de la puissance à cette surrénale. Non, non. Parce qu'on a un problème de déséquilibre. OK? Mais vous savez très bien que vous n'avez pas réglé un problème de fibromyalgie avec Matricaria recutita, 5-HTP, ni le LDN, ni la vitamine D, ni les cannabinoïdes. Les cannabinoïdes, tout ça, ça va apaiser un peu le patient. Mais on a besoin de beaucoup plus. On a besoin d'une synergie de traitement. Et on a besoin que ce patient, parce que s'il a vraiment la fibromyalgie, il va tout faire parce que sa vie est pourrie. Ceux qui se disent avoir la fibromyalgie et que je vais vous dire qu'on va proposer toute cette synergie et qu'il va dire oui, mais bon, je ne veux pas, il n'a pas la fibromyalgie. Vous comprenez ça? Et finalement, chaque sérotonine sert à quoi? La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va jouer dans l'apaisement. Il n'y a pas la sérotonine centrale. Quand vous donnez le 5-HTP, vous avez ça comme objectif. Mais la sérotonine intestinale, c'est en cours. Elle a plusieurs actions. OK? On n'est pas aujourd'hui en train de discuter ça. Mais quand je vous dis que la sérotonine, qui est la préoccupation de l'anxiété, de je ne sais pas quoi, c'est la sérotonine centrale. C'est pas la même. Donc, les gens ils disent des bêtises. Ils disent les bactéries vont promouvoir une production de sérotonine pour les cerveaux. Faux. Faux. Les bactéries intestinales, elles ont une capacité de produire de la sérotonine qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Mais la sérotonine intestinale, elle est produite par les cellules chromaffine-like de l'intestin. OK? Et aussi, il y a quelques bactéries qui sont capables de produire. Mais cette sérotonine qui est produite par la bactérie, elle ne va pas au cerveau parce qu'elle ne passe pas la barrière hématocéphalique. Donc, arrêtez de dire de bêtises. On est d'accord? Alors, il va falloir s'occuper de stress. Là, oui. N'est-ce pas? Donc, bloquer la lumière bleue. Ces gens-là, ils ne peuvent pas regarder leur portable la nuit,
Il y a quelques-uns avec, parce que j'ai quelques patients de fibromyalgie qui m'ont suivi et qui n'ont pas de crise. Ça fait des années. Vous pouvez me croire. Et lumière bleue bloquée, pratiquer mindfulness, thérapie cognitive comportementale, entraînement de la variabilité de la fréquence cardiaque pour calmer le système nerveux, méditation. Qu'est-ce que vous allez utiliser? Je ne sais pas. Je ne connais pas votre client. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme dans votre réflexologie plantaire? Vous devrez mettre dans la conscience de ce patient qu'il va falloir calmer par plusieurs moyens. Quel moyen est le plus efficace? Ça va dépendre de chaque personne. Et là, vous devez partager votre client avec des professionnels qui savent ce qu'ils font, de masseurs. Il y a des masseurs qui font que ça. Il y a des professionnels, EMDR, etc., qui sont des professionnels de haute qualité, professionnels, fonctionnels. Et c'est ça que je vous propose. Qu'est-ce qu'on va parler en termes là de sommeil? Ça fait partie des modifiables. Je dis ça que pour répéter. Une bonne hygiène de sommeil est très importante. Évidemment, la mélatonine vient de la sérotonine. Je vous ai dit que ces gens-là ont des problèmes de sérotonine centrale. C'est pour ça qu'on peut donner l'hydroxytryptophane. Mais la HTP qu'on va donner, c'est si on a besoin. OK? GABA, cannabinoïdes, tout ça rentre là-dedans. Alors, en termes d'énergie, fatigue. Mais fatigue, vous savez quoi? Fatigue, vous pouvez trouver fatigue partout parce que fatigue, à la base, c'est un problème mitochondrial. Où est-ce que vous pouvez trouver de la mitochondrie? Dans toutes les cellules. Absolument 100% des cellules? Non. Vous savez bien que les globules rouges n'ont pas de mitochondrie. OK. Mais la mitochondrie, donc c'est un problème que vous n'allez pas résoudre le problème de votre client, de votre patient, en prenant la fatigue comme élément principal. Parce que vous devrez mettre ce patient dans la matrice, parce que s'il a un problème d'assimilation, il peut être fatigué. S'il a un problème immunitaire, il peut être fatigué. S'il a un problème d'intégrité structurelle, ou il y a de la mitochondrie, il peut être fatigué. Et il peut avoir un problème mitochondrial vraiment. Et il peut être avec des perturbations du sommeil. Donc, tout ça n'est pas caractéristique de fibromyalgie. C'est pour ça qu'il faut mettre le patient dans la matrice de la nutrition fonctionnelle. Consommer des aliments riches en antioxydants, mais ça, c'est une évidence. Ça, il ne fallait même pas être là. D'accord? Mais par exemple, fibres, si votre client a un syndrome du côlon irritable diarrhéique, si vous augmentez la fibre, c'est pire. C'est pour ça que les choses ne sont pas aussi faciles. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Régime, je vous dis qu'est-ce que j'ai fait avec mes patients. Je propose un régime d'élimination. Régime d'élimination, il y a régime d'élimination complet, semi-complet, de 21 jours, de 2 semaines. Ça va dépendre. Alimentation saine, naturelle, pas d'emballage, de saison et normalement céréales complètes. Mais ça, c'est la base, ça. On va utiliser un régime quand on a vraiment une altération chronique. On va utiliser un régime. Là, c'est le cas. Régime d'élimination. Ça, c'est le premier moment. Après, il y aura un autre cycle qu'on va adapter à l'alimentation du patient. Quel est le nom de l'alimentation? Il n'y a pas. C'est alimentation Françoise. C'est pour ça que ça donne du travail. C'est pour ça qu'il faut de la connaissance. Et là, vous allez me dire, vous utilisez l'alimentation méditerranée avec ce nom? Non. Et les gens, ils cherchent le plus simple. Ils cherchent une alimentation qui a un nom et qui vous copiez l'alimentation et que vous donnez à la personne. Ça ne va pas marcher si vous voulez transformer de vie. Vous comprenez ça? On a aussi, évidemment, exercice physique. Exercice physique, on peut parler de pilates, on peut parler d'exercice aérobique, de renforcement musculaire, massothérapie, kinésithérapie, électrothérapie. Une personne avec fibromyalgie, il faut qu'elle essaye
de blocs de choses pour qu'on arrive à la stabiliser. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut les bonnes protéines dans le matin. Pas forcément. Vous n'avez pas forcément besoin de protéines le matin. Ça ne marche pas comme ça. Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, non. Si c'était aussi simple, on donnait de la protéine le matin. La tyrosine, elle est présente dans plusieurs aliments, n'est-ce pas? Et parfois, on a même un excès de tyrosine. Ces histoires de protéines le matin, de protéines, je ne sais pas, tout ça va dépendre. Je vais vous donner un exemple d'un patient qui a dysbiose et dysbiose avec gaz en putréfaction. C'est quoi son problème? Est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que quelqu'un peut me dire, mon patient a une dysbiose par putréfaction? Gaz, ça sent, il pète énormément pour vous dire la vérité. Ça ne va pas du tout. Pourquoi? Parce que quand vous dites il faut les bonnes protéines dans le matin, vous êtes en train de faire un protocole. Et c'est pas ça. Mauvaise digestion de protéines. Est-ce qu'il prend des IPP? Est-ce qu'il a de la mastication? Est-ce qu'il ne digère pas bien les protéines? Oui, mais calmez-vous. Il ne digère pas. Pourquoi? Peut-être la personne ne mastique pas. Peut-être il n'a pas de dents. Peut-être sa prothèse n'est pas bien adaptée. Peut-être il mange trop vite. Peut-être. SIBO, ce n'est pas du tout ça. SIBO, c'est une super overgrowth bactérien au niveau de l'intestin grêle. Et là, je suis en train de vous dire qu'on a une superpopulation au niveau du côlon. Attention, SIBO, c'est énormément plus complexe que ça. C'est pas que gaz de putréfaction que vous allez dire SIBO. SIBO, vous allez mettre la personne dans la matrice et ça va au-delà. C'est méthane, c'est gaz hydrogène, c'est examen, c'est une autre histoire. C'est pas du tout ça. Mauvaise digestion de protéines, c'est clair. Excès de protéines. Bon, je pense que c'est bon. Je vous souhaite une excellente soirée. Vem comigo. Vem comigo.